Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au CILF et je suis heureux de vous présenter une conférence sur un thème qui me tient à cœur et il s'agit du harcèlement, mais du harcèlement scolaire. De plus, en ce moment de confinement, on pourrait se dire, tiens, le harcèlement scolaire doit sûrement diminuer. On n'en entend plus trop parler et que du contraire, parce que dans le harcèlement scolaire, il y a évidemment cette notion de cyberharcèlement qui est en train de prendre une ampleur, on va dire prendre des arômes. Les arômes sont en train de s'échapper et sans limite, sans barrière. Et j'entends quasi tous les jours des parents qui découvrent des choses sur l'ordinateur de leur enfant ou qui ramassent leurs enfants à la petite cuillère parce qu'ils se font avoir via les réseaux sociaux où ils se font vraiment harceler. Alors cette notion de harcèlement scolaire est vraiment importante à comprendre. Et pour cela, il faudrait déjà comparer le harcèlement comme on l'entend chez les adultes et le harcèlement scolaire. Qu'est-ce qui différencie ces deux formes de harcèlement? Le harcèlement dans la vie des adultes est déjà très difficile à prouver. Si vous allez, par exemple, porter plainte à la police pour harcèlement au travail, on va vous demander des preuves, on va vous demander de notifier tout ce qui se passe dans les journées, les moments, les heures, les phrases qui ont été dites. Et même si on accuse dans la hiérarchie votre patron, votre chef d'équipe de harceleur, de harcèlement, il va avoir comme mécanisme de protection, de défense, de dire que si il réagit, il agit de telle sorte que pour lui, c'est pas du tout du harcèlement, que c'est pour votre bien. Et donc, c'est un petit exemple, hein, c'est très difficile de prouver le harcèlement au travail. De plus, ça se fait en face-to-face, donc en face à face. C'est une personne qui a le pouvoir sur l'autre et il y a plusieurs scénarios possibles. On ne va pas rentrer dans les détails parce que chaque cas est différent, mais le lien, le point commun est cette notion de manipulation et de vouloir détruire la personne. Et donc là, c'est dans la vie adulte, le harcèlement. Le harcèlement scolaire, il y a aussi ce geste posé de vouloir faire du tort à l'enfant. Donc ça, c'est le point commun entre les deux formes de harcèlement. Il y a aussi le fait de groupe. Et là, le fait de groupe dans le harcèlement scolaire est très important parce que on ne le retrouve pas dans le harcèlement en adulte d'une personne à l'autre. Dans le harcèlement scolaire, il y a l'effet de groupe. Vous avez une victime, vous avez le harceleur qu'on appelle en général le bourreau, et ce qui détermine vraiment la notion du harcèlement scolaire, ce sont les témoins. Et si on va plus loin, imaginez une cour de récréation, un groupe d'enfants, tout d'un coup, il y en a un qui se fait moquer, injurier, humilier par un autre membre que l'on va appeler le harceleur, le bourreau, et donc il y a une victime. Pourquoi? Alors ça aussi, c'est une notion très importante. On ne se fait pas harceler parce qu'on est moche, on est gros, on est mal habillé. Ce sont des petits paramètres qui vont aider aux moqueries. On se fait harceler à un moment donné où on est dans une situation de faiblesse et parce que ça se sent. Exemple, j'aime beaucoup démontrer cet exemple quand je vais dans les écoles, devant les enfants, dans les classes. Vous êtes dans la brousse. Vous voyez, on a tous vu dans les émissions d'animaux, le jardin extraordinaire, etc., etc., les beaux reportages de la BBC. On voit la savane, on voit le guépard ou un autre félin qui est en train d'observer un troupeau de gazelles ou de grands bovins, là, les gnous,
Et puis on se dit, mais pourquoi il choisit telle ou telle cible? Est-ce qu'il va choisir un nouveau-né ou il va choisir un gnou plus âgé? Parce que plus lent, plus âgé, qui ne va pas pouvoir courir assez longtemps? Eh bien non. Il va choisir, selon son instinct, l'animal qui pour lui, à ce moment-là précis, lui semble être le plus faible. Et donc, dans la nature, c'est ce qui se passe, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Souvent, les lions, ben, ils reviennent bredouilles de leur chasse. Je me souviens justement d'une scène où c'était des lionnes, parce que ce sont les lionnes hein, qui chassent. Elles entourent le troupeau et elles visent un mâle énorme. Et elles le choisissent en pensant à ce moment-là que c'est l'élément faible, parce que âgé, énorme, je me souviens de cette scène, et s'ensuit une poursuite et puis un affrontement, une bagarre à 100, et ben le gnou a pu s'en sortir. Et on a vu dans les moments après l'affrontement, dans les gestes des lionnes qui rentraient bredouilles, on a vu cet abattement dû évidemment à la fatigue de l'affrontement, mais aussi sans doute à une déception où elles se sont rendues compte qu'elles se sont trompées. Et donc, le parallèle dans la cour de récréation, c'est voilà le harceleur, le bourreau, qui à un moment donné a choisi la victime par sa faiblesse du moment. Mais une autre notion qui est très importante aussi, donc on a l'effet de groupe, on a les différents rôles dans cette sphère du harcèlement scolaire, il y a la répétition. Il y a la répétition et le harcèlement, c'est une succession, une répétition des moqueries, des gestes violents. Et voilà une définition du harcèlement scolaire. C'est l'effet de meute, l'effet de groupe, euh, un effet de subordination sur quelqu'un, un harceleur, une victime et les témoins. Alors les témoins, ils sont très importants parce ils vont nourrir l'énergie du harceleur. Ils vont le soutenir. Ce sont des témoins, ce sont des supporters. Ils vont appuyer les moqueries, ils vont rire. Hein, on a un gars très intelligent hein, à la télé qui a inventé les rires enregistrés et qui a fait fortune dans les vidéos gags, etc., dans les petites émissions de rire. Voilà. Eh bien, ces rires des témoins s'apparentent à ces rires enregistrés. Et quand vous entendez ces rires enregistrés à la télé, ou vous riez, ou vous dites, c'est pas marrant, mais il y a quand même les rires qui sont présents. Et donc, ce bourreau est encouragé par ces rires, par ces moqueries, par ces répétitions. Les témoins peuvent répéter les insultes du harceleur. Alors, attention, on ne peut pas dire que les témoins sont d'office de connivence avec le bourreau parce qu'ils sont également potentielles victimes. Et donc, le harceleur a choisi sa victime en connaissance de cause, par instinct, par anticipation, parce qu'il a senti qui était faible dans le groupe ou qui a été faible à un autre moment parce qu'on est dans la répétition des faits. Et du coup, les témoins forment avec le bourreau une espèce de bande. Mais ils sont eux aussi victimes potentielles dans le sens où ils sont gérés, dirigés, contrôlés par la peur. La peur est une notion aussi importante dans le harcèlement, que ce soit dans le harcèlement des adultes, puisque une personne harcelée sous toute forme différente a peur de perdre son boulot, a peur de perdre son statut de femme, parce que malheureusement, c'est encore beaucoup trop de femmes, et une femme harcelée, c'est déjà une femme de trop, plus toutes les dérives que l'on entend régulièrement dans l'actualité. Eh bien, les enfants, là, ils ont peur. Ils ont peur de quoi? D'être, eux, la victime et d'être amochés par toutes les humiliations, toutes les moqueries du bourreau et des autres copains qui ont un drôle de rôle dans le fait du copinage. Et donc, voilà, tout ceci, tous ces petits paramètres, ces indicateurs forment ce qu'on appelle le harcèlement scolaire. Et le harcèlement scolaire,
le cyberharcèlement joue le même rôle. On ouvre un groupe secret dans lequel il y a quelqu'un qui va manipuler tous les autres. On va mettre des photos. Il faut imaginer que dans ces groupes, on va demander à chaque membre de poster une photo et puis, à dessein évidemment, pour que notre victime poste une photo et qu'on puisse avoir une raison de se moquer de lui. Imaginez quelqu'un qui met une photo avec son petit frère ou ses parents, et là, ça va être l'avalanche des moqueries. Oh, t'as vu la tête de tes parents, t'as vu la tête de ton petit frère, qu'est-ce que c'est que ça? Et toi? Et puis, pourquoi on arrive à de telles dérives de se donner la mort, de perdre l'envie d'aller à l'école, les phobies scolaires, on ne dort plus, on ne mange plus? Eh bien, ce sont des signes qui peuvent alerter les parents pour trouver des solutions. Et il ne faut pas s'étonner quand il y a aussi, évidemment, un suicide. Je me souviens d'une conférence dans une classe d'ados de 14-15 ans et j'essaye avec eux de déterminer la définition. Je ne la donne pas. J'écris toujours des tableaux et à la fin des conférences, j'ai toujours un tableau différent. Et donc, je note les mots, évidemment, que les élèves, que les jeunes, que les ados me donnent pour arriver vraiment à cette construction que je viens de vous énumérer, de dire qu'est-ce qui fait que on reconnaît le harcèlement scolaire. Le troisième mot, et c'était une conférence que je n'oublierai jamais, le troisième mot donné n'était pas pour la définition, était une conséquence, était le mot suicide. Donc, nos jeunes sont au fait de ce qui se passe. Ils sont au courant, ils savent ce que c'est de vivre le harcèlement scolaire. Mais ils n'en sont pas vraiment conscients. J'ai une maman ici qui est venue récemment, qui est venue ce week-end chercher un livre et qui m'a demandé des livres adaptés aux 8-9 ans sur le harcèlement scolaire. Et puis, je parle avec elle, je lui dis que je fais ces conférences-là et elle me dit, mais je suis une maman de harceleur. Ma fille est le bourreau. Alors là, je dis bravo à la maman de reconnaître cela. Qu'est-ce que je propose dans les écoles? Un tas d'outils. Il est question dans les écoles primaires de créer des cours avec des zones différenciées, la zone où on peut jouer au ballon, la zone où on peut courir, la zone où on joue des jeux calmes et la zone où il est interdit de jouer, de courir et de jouer avec des ballons. Et puis, ce qui manque, c'est, on va dire, une petite zone de réflexion, de punition, on peut l'appeler comme on veut, parce qu'on s'est rendu compte de plus en plus que ce qu'il manque aux jeunes, c'est ce cadre, ces règles. Nous, en tant qu'adultes, on a des devoirs et des obligations, on a des règles à respecter, on doit remplir nos impôts, on doit payer nos factures, etc., etc. Et si on ne le fait pas, on est puni par des rappels, par des intérêts de paiement, etc. Et chez les jeunes, on se rend compte qu'il y a des nouveaux mouvements d'enseignement où la punition, on va dire, n'existe plus. Et donc, comment peut-on enseigner, éduquer, educare, c'est éduquer, c'est amener nos enfants vers. On les conduit, on les accompagne. Et on a oublié cette notion de punition avec, c'est un terme constructif, un terme positif et pas négatif. C'est-à-dire, j'ai un souci dans la cour. Le monde des enfants et le monde des adultes, c'est autant parler à quelqu'un qui a trop bu et que l'on ne comprend pas et qui ne nous comprend pas. Et donc, un enfant qui est en pleine crise, en plein stress, il vient de se bagarrer, qu'il soit victime ou bourreau, n'entend aucun message de l'adulte qui, lui, s'énerve de la situation parce que c'est pris à vif, c'est pendant la cour de récréation. Il faut s'étonner il faut se rendre bien compte qu'une cour de récréation, ça dure entre 10 et 15 minutes. Et quand vous ouvrez, alors j'aime bien cette image, vous ouvrez les portes des classes, observez un peu ça. C'est une multitude de singes qui courent vers la libération parce qu'ils sont restés en classe pendant 2-3 heures et la récré, c'est une libération. Et ça crie, ça court dans tous les sens et ça joue à se bagarrer parce que des fois aussi, ça se bagarre parce qu'ils ont vu un dessin animé où ils ont vu
du catch à la télé et il mime. Et ça, c'est ce qu'on appelle les scènes qui sont fatigantes pour les surveillants, pour les profs, c'est-à-dire les faux conflits. Un professeur va interagir, intervenir sur une scène de faux conflits et derrière lui va se passer quelque chose de réel et plus grave. Et il y a tous ces faux conflits qu'il faut surveiller lors d'une cour de récréation avec le bruit que ça engendre, la fatigue auditive que ça engendre, et les éducateurs, les professeurs auxquels il faut rendre vraiment, vraiment hommage, sont démunis. Imaginez des écoles où il y a 1300, 1700 élèves en même temps dans une cour de récréation ou dans un parc récréatif de l'école. 4 éducateurs, que peuvent faire 4 professeurs, 4 éducateurs, 4 surveillants pour tout surveiller? C'est impossible. Et donc, les dérives existent. Et puis, nos jeunes sont assez malicieux, voire intelligents, voire malins, pour faire leurs méfaits dans des endroits stratégiques de la cour où on ne les verra pas, où ils seront bien dissimulés, où ils pourront préparer leurs petits méfaits. Donc voilà, le harcèlement scolaire est très, très complexe. Alors aussi, il n'y a pas que le cyberharcèlement. Il y a beaucoup de formes de harcèlement. Il y a évidemment la notion de harcèlement, c'est la moquerie répétitive. Il y a le harcèlement physique, où on frappe vraiment, où on se donne rendez-vous à la fin des cours et nous, dans notre jeunesse, on a toujours dit « je t'attends à la fin des cours, je t'attends à la sortie ». Cette phrase est connue de tout le monde. Et puis, soit on se castagnait et puis c'était fini. On revenait à la maison avec un bleu et on était puni parce qu'on savait que se bagarrer, c'était pas bien, que les parents n'étaient pas d'accord qu'on se bagarre. On avait une punition en plus à l'école et ça se tassait et on redevenait les meilleurs amis du monde. Mais on n'avait pas cette notion de cyberharcèlement à l'époque. On partait à la maison, le fil du téléphone n'était pas assez long pour continuer à s'insulter. Et donc, on était à la maison, c'était fini. Je ne pense pas qu'on prenait son téléphone fixe et qu'on continuait à insulter son copain ou son ennemi. Et donc là, la force du cyberharcèlement est tellement puissante qu'il n'y a plus de limite. Vous avez cette notion de challenge, mais aussi, j'ai oublié le terme, mais les agressions filmées. Les agressions filmées, ça se faisait déjà avant les réseaux sociaux. Je vois encore les petites caméras VHS, ça se faisait déjà de ce temps-là et on balançait les vidéos sur le net. Aujourd'hui, c'est rapide, on a tout sur cet appareil, on a tout à portée du pouce, un clic et on envoie un désastre, un raz-de-marée vers une maladie, une dépression certaine des victimes, voire un décès, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il y a énormément de décès. Des phrases qui sont très courantes, tu ne mérites pas de vivre, tu ne mérites pas de vivre. Imaginez votre enfant dire ça à un autre enfant. Imaginez votre enfant recevoir une telle puissance de mots destructrice. Et donc, il faut se mettre à la place. Et c'est pour ça que les parents, dans tous les outils que je propose et les conseils que je propose, les parents doivent travailler ensemble. Parce que ce qui arrive dans les écoles, malheureusement, et ce n'est pas à cause des écoles, attention, ce qui arrive quand on confronte les parents, c'est que les adultes montrent le mauvais exemple et continuent la bagarre des jeunes, des enfants. Et ils se bagarrent entre eux. Et ils vont alimenter encore l'énergie négative auprès de leurs enfants. Un parent d'un bourreau, un parent de harceleur, aura beaucoup de mal à admettre que son fils est le méchant. Et c'est normal, on le comprend. Mais si on l'accepte et qu'on se dit, je suis un parent responsable, mon fils a des soucis, il exprime quelque chose. Un bourreau n'est pas forcément quelqu'un à condamner. C'est qu'il y a quelque chose. Il a peut-être été harcelé avant, il a peut-être été victime avant, ou il a vécu un choc psychologique qu'il ne peut pas exprimer et qu'il exprime de cette façon. Il ne le sait pas lui-même. Et donc, nous, en tant qu'adultes, quand on va mal, quand on a une dépression qu'on va voir chez le psy va chercher le plus loin possible dans notre existence et au plus profond de nous. Et mais c'est la même chose avec les jeunes. Il y a eu un événement, peut-être, qui a déclaré.
S'il n'y a pas vraiment eu d'événements traumatisants, il y a quelque chose qui fait que cet enfant, ce harceleur, a besoin de reconnaissance parce que il est vrai aussi que je suis le bourreau et je suis acclamé par mon groupe et donc je suis encouragé. Mon ego, il en prend vraiment de la grandeur, je brille et est-ce qu'on ne pourrait pas briller autrement, avoir un fan club pour des choses beaucoup plus positives. Donc voilà, les parents, c'est vraiment le conseil. J'en ai reçu beaucoup des parents lors des conférences adultes réalisées par les écoles parents, professeurs et enfants. Et les parents viennent me trouver en disant oui, mais c'est l'autre, c'est l'autre. Je dis top, ça c'est la cour de récréation bis, celle qui se trouve derrière les portes de l'établissement où les parents vont lancer les rumeurs et commencer à critiquer tout ce qui se passe. Ou même, pire, faire leur justice eux-mêmes en allant trouver l'enfant tout de suite. Grosse erreur, c'est ce qui s'appelle mettre de l'huile sur le feu. Et donc, voilà, ce sont des choses, il faut les accepter et il faut trouver les solutions ensemble. Et cette fameuse vidéo d'harcèlement, de violence, elle est balancée sur le net. Ça vous fait penser à quoi? Imaginez un chasseur. Que font les chasseurs? Ils reviennent avec un trophée. Sur les murs, on a des têtes de gibier, de sanglier ou des pattes porte-bonheur qui nous rappellent une séance de chasse. C'est le trophée. Eh bien, cette vidéo, c'est le trophée de ces chasseurs de têtes, de ces bourreaux. Et c'est vu par des milliers de personnes, partagé, moqué. Imaginez votre victime. Alors, c'est aussi un phénomène qu'il faut essayer de creuser. Je suppose que les psychologues s'y attachent et trouvent des solutions. Pourquoi est-ce que notre victime reste dans ce carcan, dans ce système où elle se fait encore plus moquer? Il suffirait de se dire, mais on coupe et c'est fini. Eh bien non, c'est pas si facile que ça. Vous avez des cas, et il y a beaucoup de littérature à ce sujet, notamment au niveau des témoignages, que nous avons des victimes qui disaient, mais j'avais besoin que l'on m'humilie parce que c'était la seule façon pour que j'existe. Et les jours où on ne me frappait pas, les jours où on ne m'insultait pas, j'étais personne. Je n'étais rien. Et puis, pour sortir de ces situations qui sont extrêmes, ben, il n'y a que la mort au bout du chemin pour ces jeunes qui sont vraiment perdus. Une jeune fille, c'est passé dans toutes les télés, une jeune fille hyper belle, parce que voilà, je disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on est gros, c'est pas parce qu'on est moche. On peut être très joli. Et je vois cette fille splendide, mannequin, très très belle, mais normale. Eh bien, elle change d'école, elle est dans une école, elle arrive dans un groupe d'étudiants, d'amis, et parce que un garçon du groupe a eu le malheur, on va dire, de poser ses yeux sur elle et de lui faire un compliment, ça n'a pas plu aux filles du groupe et a commencé vraiment une vengeance, une vendetta sur cette pauvre fille qui n'avait rien fait. Juste d'être présent là, au mauvais moment. Et pour vous dire, un jour où elle est arrivée à l'école, ils avaient mis une banderole géante sur le bâtiment de l'école d'insultes sur cette personne. Donc imaginez jusqu'où ça peut arriver. Et c'est vraiment très grave. Alors, j'aime bien faire cette expérience aussi, elle est connue. C'est l'expérience des pommes. Et je dis aux enfants, mais est-ce que vous imaginez la douleur intérieure que l'on peut provoquer aux enfants, aux jeunes et même aux adultes, et que on ne la voit pas à l'extérieur. Quelqu'un qui perd son enfant, c'est dramatique. Les suicides, on en entend parler ici à cause du confinement. On dit, mais je l'ai vu la semaine passée, elle était en super forme, elle travaillait. Ah oui, c'est l'extérieur, c'est l'enveloppe extérieure. On ne sait pas ce qu'il se passe à l'intérieur. Et donc, vous avez cette expérience qui vient d'Angleterre, je pense, des pommes. Et on fait l'expérience en classe avec deux pommes qui sont tout à fait identiques. Et la moitié de la classe, tous les jours, chaque fois qu'on passe à côté de la pomme A,
on va lui dire de belles choses. Oh, tu es belle, tu es brillante, qu'est-ce que j'aimerais bien te croquer, te savourer, etc. On lui dit bonjour. Et l'équipe B de la classe va insulter la pomme B. Ah, tu es moche, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devrais pas être là, tu mériterais pas d'être une pomme, tu mériterais pas de vivre. Et ça va durer pendant une petite semaine. Et à la fin de la semaine, le professeur va couper les pommes en deux. Et la première pomme positive euh, va montrer de belles couleurs bien blanches, de chair de pomme, pourquoi pas peut-être un peu juteuse, parce que c'est peut-être une sorte de pomme qui est juteuse. Et les gens, les enfants, jusque-là, vont dire tout à fait normal, c'est une pomme normale. Et là où l'expérience est intéressante, c'est de couper la deuxième pomme. Et la deuxième pomme va être coupée en deux et va être montrée, et elle sera toute brune à l'intérieur. Et on peut démontrer que d'extérieur, les deux pommes sont identiques, mais à l'intérieur, la deuxième pomme a souffert de toutes les violences verbales émises pendant la semaine. Et donc, un enfant qui subit le harcèlement scolaire, les moqueries, ça ne se voit pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, il est ruiné, ravagé. Alors cette expérience, évidemment, c'est pas par magie, elle est préparée. La pomme, une des deux pommes, a été plusieurs fois tapotée sur la table sans trop l'abîmer, puisqu'on sait un fruit, si on le fait tomber, s'il y a un coup, une différence de température, il va mûrir un peu plus vite. Mais le fait de faire ces petits coups tout autour va vous donner à l'intérieur de la pomme des traces brunâtres de pourrissement. Et cette expérience visuelle marque, moi je montre chaque fois mes photos pendant les conférences, et ça marque. Des fois, une image vaut mieux qu'un long discours. Et donc, cette image de la pomme fait écho au sein de nos jeunes. Et donc, je pense que en tant que parent, en tant qu'adulte, et j'en terminerai là, comment faire pour que ça n'arrive plus? Communiquer. Quand vous avez quelqu'un qui est harcelé, il faut en parler. On le dit partout. Et parler, c'est déjà se libérer, sortir un peu tout son stress. Et puis, il faut pouvoir trouver les solutions et en parler, c'est pouvoir régler déjà pas mal de choses, aller retrouver les différentes personnes et essayer de le faire dans le meilleur état positif. Et parler ne va pas tout résoudre, mais on est déjà dans l'avancement. Puis, en tant que parent, c'est anticiper tout ce genre de choses, c'est-à-dire tout simplement s'intéresser à nos enfants. Alors, c'est pas juste les éduquer, hein? On les lave, on les nourrit, on les habille, on les sort, il n'y a pas de souci. S'intéresser, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils rentrent de l'école, ça a été, tu as été sage, tu as appris des nouvelles choses. Alors, en fonction de l'âge, évidemment, à 18 ans, vous n'allez pas dire à votre fils, tu as été sage. Mais en fonction de l'évolution, qu'est-ce que tu as fait? Tu as appris de nouvelles choses? Tiens, tiens, le professeur dont tu m'as parlé suite à la réunion, ça se passe mieux en classe? Tu as des nouveaux potes, il y a des nouveaux, et voilà. Et donc, même s'ils vous racontent pas grand-chose, ils voient que vous vous intéressez. Sur Internet, quand ils sont là, ben, voilà, on peut prendre des mesures. Il y en a qui font des chronomètres, des durées de temps. On n'a pas Internet dans les étages, on est dans le salon autour de tout le monde et on n'espionne pas. On montre qu'on a confiance et en même temps, de temps en temps, on passe derrière et on voit qu'il regarde un film et on voit qu'il joue, qu'il regarde une série. Pas de lieu de s'inquiéter. Des parents font trop confiance, ils donnent leur téléphone et puis on découvre des choses sur Facebook et ça, c'est le danger. Donner un téléphone, un smartphone à un jeune de 8 ans, moi, je trouve ça dangereux et inconscient. Il faut donner des limites, voilà, faire confiance et surtout s'intéresser à ce qu'ils font avant, évidemment, que ce soit trop tard. Voilà pour ce qui est de cette notion assez délicate du harcèlement scolaire. Bouboulinder, je vous remercie infiniment. Je rappellerai que vos ouvrages se retrouvent sur le salon, sur le SILF. Vous êtes un auteur prolixe, vous touchez différents domaines. On parle du harcèlement à l'école ou cyberharcèlement. C'est deux choses différentes mais qui se rejoignent. On parle également du divorce. Oui, On, vous avez également des œuvres
orienté vers l'enfance, vous êtes vraiment assez prolixe. Alors j'invite les auditeurs, puisque pour l'instant nous sommes en conférence, d'aller visiter le site, de vous rejoindre et vous pourrez contacter l'auteur, rejoindre la table de l'auteur et poser vos questions directement sur sa table. Je rappellerai également qu'il existe au niveau du harcèlement des associations qui peuvent vous aider, qu'il y a une expression qui est peut-être galvaudé, mais qui est très juste, qu'il n'y a pas de harcelé sans harceleur, bien sûr, mais il n'y a pas de harceleur sans harceler, ce qui signifie, comme vous l'avez bien souligné, Monsieur Boulanger, qu'il faut parler, il ne faut pas se laisser faire, parce qu'en force d'être victime, on finit par se faire écraser. Ce fut une belle conférence, des plus intéressantes. Je vous remercie. Vous êtes enseignant également. Oui. Alors, je voudrais juste ajouter que, vous l'avez mentionné, j'ai écrit un livre sur les jeux dangereux, dans lequel on retrouve évidemment le harcèlement. Et récemment, j'ai écrit une pièce qui se joue dans toutes les écoles. Et donc, j'invite les établissements à contacter le comédien Thomas Delvaux, qui est très connu en Belgique et qui parcourt la France dès que tout se réouvre, parce que c'est un spectacle écrit dont les retours et l'impact est au-dessus de ce qu'on avait imaginé, parce qu'on avait vraiment imaginé de lancer un message et ça va au-delà de ça. Des jeunes, pendant le spectacle, pleurent. On a déjà dû arrêter à 4 reprises le spectacle parce que dans les élèves, il y a des élèves concernés, évidemment, et qui soit comprennent des choses. Et c'est un spectacle choc, mais qui trouve aussi des compréhensions, des oreilles attentives et des changements de comportement. On reçoit des messages de jeunes qui nous écrivent suite au spectacle en disant « Je comprends ce que j'ai fait, je suis harceleur. Et votre spectacle m'a permis en tout cas de comprendre les blessures que je faisais aux autres. » Et ce spectacle s'appelle tout simplement « C'était pour rire ». Puisqu'en général, quand un enfant fait une bêtise, il répond souvent « J'ai pas fait exprès, c'est pour jouer, c'est pour rire. » C'était pour rire. Donc, c'était pour rire, joué par Thomas Delvaux. Et je suis fier d'avoir écrit ce spectacle et surtout contribuer au bien-être des familles et surtout encourager les jeunes à dénoncer ce harcèlement et à le combattre.